Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Nous allons patienter une petite minute, le temps que tous les participants se connectent. Je pense que nous pouvons commencer. Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire, donc circularité dans l'aéronautique, avec focus sur les déchets de production composite. Donc je me présente, je suis Valentine Verger, je suis chargée de projet européen au sein du pôle Aerospace Valley et je vais laisser ma collègue Claire se présenter, qui est à l'initiative et à l'organisation de ce webinaire. Bonjour à tous, merci Valentine. Donc, je suis Claire Pelletier, coordinatrice environnement, en charge notamment des sujets économie circulaire au sein du pôle Aerospace Valley. Donc, nous allons démarrer ce webinaire avec une petite présentation rapide de ce qu'est le pôle Aerospace Valley. Et puis après, Claire vous présentera un événement et puis l'agenda de l'heure que nous allons passer tous ensemble. Donc, le pôle Aerospace Valley, en bref, est le premier pôle de compétitivité européen, donc des filières aéronautiques, espace, drone, donc sur les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Donc, le pôle contribue par l'innovation au développement de ces trois filières, de ces trois secteurs, donc pour toute la chaîne de valeur de ces trois secteurs. Est-ce que tu peux passer? Merci beaucoup. Donc, nos missions au sein du pôle, nous sommes au service de nos 850 membres. Donc, comme je vous l'ai dit, une chaîne de valeur très variée, puisque parmi ces 850 membres sont présents 590 PME, mais également des laboratoires de recherche, des grands groupes, des universités. Donc, le pôle, c'est accompagnement de tous nos membres sur les différents projets des membres, sur le parcours innovation, sur des secteurs comme la défense ou comme l'environnement. Et ce sera notre sujet du jour. Alors, avant d'entrer dans le sujet, nous souhaitons attirer votre attention sur un événement lié aux thématiques que nous allons aborder aujourd'hui. Il s'agit donc d'Aircad Composite, le rendez-vous national de l'économie circulaire des composites, qui se tiendra les 6 et 7 octobre 2026. Donc, j'insiste aussi sur 2026, puisque c'est la 3e édition qui aura lieu à Bordeaux. Cet événement est organisé par les pôles de compétitivité Aerospace Valley, Polyméris et Team 2 et l'organisateur de convention ABE. Donc, ce rendez-vous sera l'occasion d'approfondir ces enjeux, d'échanger avec des experts du secteur et de découvrir les dernières innovations notamment. Et nous reviendrons plus en détail en fin de présentation, mais notez déjà cette date importante. Pour commencer, donc, pour le programme de ce webinaire avec un focus déchets de production composite, nous débuterons avec une présentation du groupe de travail d'économie circulaire de l'IAEG pour comprendre les objectifs et les missions de ce groupe à l'international. Nous passerons ensuite à une présentation d'une étude réalisée dans le cadre d'un projet SKERA que Valentine nous présentera, faisant l'état des lieux des freins et leviers au réemploi et au recyclage des déchets de production de l'aéronautique vers l'aéronautique. Puis, nous aurons les témoignages d'Airbus Atlantique, Canoë, Somocap et Daher sur leurs projets et initiatives menés pour l'économie circulaire des composites. Et nous explorerons les opportunités de financement avec l'ADEME, la cellule Europe Aerospace Valley également, avant de terminer par une rapide sélection d'événements Aerospace Valley, puis une session questions-réponses. Voilà, donc le programme est assez riche pour ce webinaire et nous prendrons effectivement les questions-réponses à la toute fin de ce webinaire, voilà, avec un temps dédié.
Tout à fait. Donc, je me permets juste de compléter. Pour la session de questions-réponses, vous avez normalement sur votre écran un onglet avec un point d'interrogation. C'est ici que vous pouvez poser toutes vos questions tout au long du webinaire. Et comme l'a très bien dit Claire, nous y répondrons pendant les 10 dernières minutes de ce webinaire. Voilà, passons à notre premier sujet, la présentation du groupe de travail économie circulaire de l'IAEG. Donc pour en parler, je laisse la parole à Sandra Sasson, Worldwide Stakeholder Engagement Director chez Airbus, qui pilote le groupe de travail IAEG en question. Sandra, la parole est à toi. Merci beaucoup, Claire. Bonjour. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci beaucoup, Claire, et merci beaucoup à Aerospace Valley de me donner l'opportunité donc de vous présenter ce groupe assez récent à l'IAEG sur l'économie circulaire. Donc, je suis Sandra Sasson, je fais partie de l'équipe engagement externe au sein de la CSO d'Airbus et donc je suis membre fondateur de ce groupe 14 à IAEG. Mais je vais d'abord commencer déjà par vous expliquer ce qu'est IAEG. Donc, Claire, si tu peux passer sur la slide numéro 2, s'il te plaît. Donc, IAEG, c'est l'International Aerospace Environmental Group. Donc, c'est ce qu'on appelle une non-profit organization. C'est une organisation qui a été créée dans le but d'être un organe de, disons, de pré-standardisation. Cette organisation rassemble les acteurs majeurs de toute la chaîne de valeur de l'aérospatiale, donc pas uniquement l'aviation commerciale. Et l'objectif de ce groupe, c'est de travailler donc sur des sujets environnementaux, d'apporter des solutions innovantes, de collaborer et surtout de créer des consensus sur des sujets qui ont trait à des standards et d'opérationnaliser des solutions donc liées aux standards pour adresser les problèmes environnementaux majeurs du secteur. Je vais passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, ce groupe a été lancé, je le disais, il est assez récent, en janvier 2024, à l'initiative d'Airbus. Il est actuellement co-lidé par Airbus et par Boeing. Et comme symbole de l'attrait majeur du sujet de l'économie circulaire, on a eu très, très rapidement un nombre extrêmement conséquent de participants et d'entreprises qui se sont engagées. Alors, pourquoi? En fait, donc je disais qu'Airbus avait été à l'initiative de ce groupe. En fait, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait nulle part un groupe ou en tout cas une assemblée qui permette de discuter des enjeux d'économie circulaire au sein du secteur. Alors, en ce qui me concernait, c'était l'aviation commerciale au départ, puisque c'est là que se concentre l'essentiel des challenges à l'heure actuelle. Mais voilà, que ce soit au sein d'ICAO ou d'autres associations industrielles, au niveau mondial, on avait voilà, certaines discussions qui étaient déjà en place au niveau du GIFAS, par exemple en France, mais voilà, on n'avait pas de cercle en fait de discussion au niveau international, et c'est comme ça qu'a émergé, alors au départ par le sujet gestion des avions en fin de vie, l'idée de créer ce groupe international pour pouvoir déjà se mettre d'accord sur le constat des challenges liés à l'économie circulaire, s'aligner sur les priorités, ça j'en parlerai après. Mais surtout pouvoir échanger avec des acteurs de toute la chaîne de valeur. Donc vous voyez tous les grands noms qui sont impliqués dans ce groupe. On a évidemment tous les OEM majeurs, mais de manière très intéressante, on a aussi des fabricants de composites, on a des entreprises de conseil et on a surtout des démanteleurs et AFRA que vous voyez à gauche de la slide. Donc AFRA, c'est Aircraft Recycling Association. C'est la plus grande association de démanteleurs et de recycleurs d'avions commerciaux au monde. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, on peut, grâce à ce groupe de travail, créer des ponts en fait avec d'autres associations. Et vous le verrez, s'assurer que le travail qu'on fait ne fait pas de doublons et surtout qu'il s'inscrit dans la continuité de ce qui existe déjà en termes de standards. Et donc, notre sponsor au sein du board est Safran. Donc, la mission du groupe 14 économie circulaire. On a décidé, dans un premier temps, de se focaliser sur l'aviation commerciale. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est là où se concentrent les challenges majeurs aujourd'hui au sein du secteur en ce qui concerne l'économie circulaire. On a déjà identifié certains sujets qui sont liés à la défense, mais voilà, déjà c'est beaucoup plus compliqué en termes d'échange d'informations, comme vous pouvez vous en douter, dans le monde de la défense. Mais surtout, on a décidé de se concentrer, disons avec un focus un peu déchet, sur le secteur qui concentre les volumes les plus importants. Et donc, en ce qui nous concerne, c'est l'aviation commerciale.
Donc, la mission de ce groupe, telle qu'on se l'est auto-définie, c'est prioriser les efforts sur les sujets d'économie circulaire pour l'aviation et un petit peu plus tard pour l'industrie aérospatiale au sens large. Pourquoi prioriser les efforts? Parce que l'économie circulaire, c'est un sujet qui est extrêmement vaste et donc il est très facile de s'y perdre, en fait. Donc, le premier point, en fait, dont on a discuté au sein du groupe, c'était vraiment se concentrer sur quelles sont nos priorités pour être sûr d'être efficace et de pouvoir livrer de la valeur assez rapidement. Et on a pu identifier en fait que au sein des différentes entreprises, quand on se place du point de vue par exemple des démanteleurs, du point de vue des constructeurs d'avions ou du point de vue des fabricants de matériaux, les priorités peuvent être légèrement différentes. Donc on a rapidement quand même fait émerger un consensus, mais voilà, on a pu identifier quand même des divergences en termes de priorités. Ensuite, notre première mission, et vous verrez après qu'on a déjà pas mal avancé sur ça, ça a été de développer un langage commun. Vous êtes tous familiers avec l'économie circulaire. La terminologie est extrêmement importante quand on parle d'économie circulaire parce que ne pas adopter la même terminologie, c'est parler de choses qui ne sont pas les mêmes et donc forcément, en termes d'atteinte d'objectifs, tomber à côté. Donc, notre première mission, ça a été de définir une terminologie sectorielle qu'on continue maintenant avec la définition de métriques et la définition de méthodes de calcul pour établir en fait un langage commun au sein du secteur et pouvoir ensuite identifier des besoins de standards et créer éventuellement de nouveaux standards. Ensuite, l'autre challenge, c'est s'y retrouver dans le panel de différents morceaux de réglementation qui existent un peu partout, alors en Europe évidemment, et un peu partout dans le monde. Et donc dans ce cas, ça a été faire un mapping global et local des réglementations s'appliquant à l'économie circulaire et leur impact sur le secteur. Ensuite, évidemment, on a un gros focus sur les avions en fin de vie, sur la circularité des avions en fin de vie, que ce soit pour les avions commerciaux, mais surtout pour les cabines. Parce qu'il faut savoir que les cabines donc, sont renouvelées beaucoup plus fréquemment que les avions, que les cabines aujourd'hui sont essentiellement enfouies. Donc, c'est un vrai sujet en termes de circularité, traiter les déchets issus des cabines. Et ensuite, sur le sujet gestion des avions en fin de vie, on a un énorme challenge qui est celui d'unifier les standards et les bonnes pratiques en ce qui concerne le démantèlement des avions en fin de vie. On a tout un panel de bonnes pratiques et de standards qui existent, qui sont appliqués de manière morcelée aujourd'hui dans l'industrie. Donc, j'ai mentionné AFRA, mais vous connaissez probablement IATA, l'association des airlines au niveau international, qui a fait aussi des bonnes pratiques. On a des bonnes pratiques au niveau d'ICAO, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Et donc, en fait, notre objectif, c'est réconcilier ce qui se passe dans la vraie vie chez les démanteleurs avec l'ensemble de ces standards existants pour en faire un set applicable, opérationnel et surtout unifié pour l'ensemble des acteurs du secteur pour pouvoir amorcer la pompe de la circularité et surtout intégrer les principes de circularité dans cette suite de bonnes pratiques uniformisées au niveau international. Ensuite, bien sûr, un gros focus sur les matériaux. Donc, comment permettre plus de circularité pour les matériaux au niveau de l'aviation commerciale, aussi bien dans des boucles ouvertes vers d'autres industries ou dans des boucles fermées au sein de notre industrie et anticiper les problèmes qu'on voit arriver de manière, on va dire, imminente et en particulier le sujet de la circularité des composites. Et donc, la dernière de nos missions, ça qui est une mission plutôt orientée vers l'extérieur, c'est informer. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de méconnaissances sur le sujet de l'économie circulaire. On a de la chance au sein de ce groupe d'être des experts au sein du secteur. Et donc, notre objectif, sans faire de lobbying, bien sûr, mais c'est d'informer d'une manière neutre le reste de l'industrie, de porter cette voix technique sur les challenges de la circularité et aussi sur des points très précis. Et donc, la circularité des composites en fait partie. Apporter de l'information aux régulateurs, mais aussi aux décideurs dans les différentes industries de la chaîne de valeur. On peut passer à la slide suivante. Donc, on a orienté notre travail autour de 5 groupes et bon, vous ne serez pas étonnés de voir qu'en grosse majorité, ces groupes sont aidés par les OEM. Donc, on a un premier groupe qui s'occupe de la terminologie, donc sur l'économie circulaire, donc qui s'appelle Circular Economy Definitions. Donc, ce groupe a déjà livré un premier livrable majeur, une première version de 133 définitions de l'économie circulaire s'appliquant au secteur de l'aviation commerciale. Et donc, l'objectif, c'est de travailler en mode incrémental, d'accroître le nombre de définitions, de métriques
et ensuite de méthodologie de calcul pour créer en fait un répertoire standardisé qui pourra être utilisé par l'intégralité du secteur. Le second groupe donc est en charge de mettre en place cette vue réglementaire et de la mettre à jour au fur et à mesure du temps. Donc c'est un travail majeur et en même temps un travail de fourmi. Donc ce groupe est en charge d'analyser tous les morceaux de réglementation, tous les nouveaux morceaux de réglementation qui sortent partout dans le monde pour être sûr qu'on puisse identifier des points qui peuvent être bloquants pour les entreprises qui sont présentes dans le groupe, mais aussi qu'on puisse identifier des synergies, des divergences entre les différents pays et analyser en fait comment l'économie circulaire est considérée par les régulateurs. Le troisième sous-groupe est en charge donc des pratiques d'économie circulaire. Donc, il est leadé par l'Aircraft Fleet Recycling Association. Et donc, je vous ai déjà mentionné quelle allait être leur mission en termes de réconciliation de standards et de bonnes pratiques. Le quatrième groupe est en charge de la circularité des matériaux. Donc, on en parlera un petit peu plus tard. Vous verrez qu'il y a une liste assez importante de livrables. Et donc là, on est en co-lead Airbus-Boeing. Et le dernier groupe donc, est en charge des publications externes, donc l'idée par Airbus. On a déjà, à titre d'exemple, écrit un article sur l'économie circulaire au nom d'IAEG qui a été publié dans le dernier rapport de l'Organisation de l'aviation civile internationale, le rapport environnemental 2025, et donc qui avait pour but d'informer aussi bien l'OACI que l'ensemble des décisionnaires de notre secteur des grands enjeux de l'économie circulaire. On peut passer à la slide suivante. Donc, je vais peut-être me focaliser sur les missions des groupes 3, 4 et 5 parce que j'ai déjà pas mal parlé des missions des sous-groupes 1 et 2. Donc, en ce qui concerne le sous-groupe 3, le premier donc qui est focalisé sur les pratiques de fin de vie, donc démantèlement recyclage. Leur première mission, c'est d'évaluer tout ce qui existe en termes de bonnes pratiques de gestion des avions commerciaux en fin de vie. Donc, l'avantage d'avoir ce groupe l'idée par la plus grosse association mondiale de démanteleurs et de recycleurs, c'est qu'ils ont une vue du terrain, en fait. Donc, ils savent quelles sont les pratiques qui sont vraiment appliquées, quelles sont celles qui sont inapplicables, quelles sont celles qui ont la vocation à permettre plus de circularité. Et donc, c'est vraiment pour ça qu'on les a mis en pilotage de ce groupe pour avoir quelque chose d'opérationnalisable rapidement. Ensuite, ils ont déjà identifié beaucoup de points qui sont incohérents entre ces différents standards et bonnes pratiques. Ils ont bien sûr des améliorations à proposer, puisque donc eux, ils vivent au jour le jour tout ce qui va être enjeu de réutilisation. Ils travaillent donc avec les recycleurs. Ils savent où partent les flux de matériaux. Ils ont identifié quels étaient les leviers en fait en termes de circularité en fin de vie. Et surtout, ils sont frottés tous les jours à l'évolution des réglementations. Donc, ils sont capables en fait de nous guider vers des bonnes pratiques qui permettent de faire naître plus de circularité sur la partie aval de la chaîne de valeur, d'une manière, encore une fois, qui soit opérationnalisable et qui soit concrète. Ensuite, le sous-groupe 4 en charge des matériaux a une première mission, en fait, c'est de permettre la collaboration au sein de toute la chaîne de valeur en ce qui concerne l'échange de données, la transparence des données, pour permettre une supply chain circulaire plus résiliente. Il faut savoir que le premier problème majeur qu'on a identifié, en fait, c'est un problème d'échange d'informations pour les matériaux qui ne nous permettent pas, en fait, de qualifier correctement les matériaux tout au long de la chaîne de valeur, ce qui fait qu'en fait, on arrive en fin de vie avec des matériaux dont on ne sait pas très bien d'où ils viennent, dont on ne sait pas très bien ce qu'ils contiennent. Et donc, il est extrêmement difficile, en fait, de les faire circuler ou de les envoyer vers d'autres industries ou de les valoriser, en fait, à leur juste valeur. Donc, le premier effort, et il faut savoir que c'est très compliqué parce que là, on parle d'entreprises qui, pour la plupart, sont concurrentes entre elles, c'est de permettre un échange d'informations, au moins au dénominateur minimum, qui nous permettent de mieux qualifier les matériaux pour en tirer un maximum de valeur et s'assurer, en fait, qu'ils puissent devenir circulaires. Ensuite, leur deuxième mission, c'est de promouvoir des bonnes pratiques et des outils utilisés dans les diverses entreprises pour permettre de faire un assessment de la circularité des matériaux. Il faut savoir qu'on n'utilise pas tous les mêmes méthodologies au sein du secteur. On n'a pas tous la même manière de considérer la circularité. Les acteurs européens, avec la CSRD, ont commencé à travailler sur des méthodologies de calcul, ont commencé à travailler sur des indicateurs internes.
mais ils sont absolument pas partagés au sein de la chaîne de valeur et donc au niveau international. Donc, l'objectif de ce groupe, c'est vraiment de pouvoir partager ce qu'on fait dans chacune de nos entreprises et de pouvoir décider, en fait, de ce qui pourrait être intelligent de faire pour l'ensemble des acteurs du secteur. Bon, ça paraît évident, améliorer la circularité des matériaux comme mission première. Il faut savoir aujourd'hui qu'en termes vraiment de circularité, en tout cas dans les premiers index, les premières mesures qu'on peut faire, on est quand même assez mauvais au sein de l'aviation commerciale. On a beaucoup de matériaux de très très haute qualité qui finissent réemployés dans d'autres filières et qui sont dévalorisés. Je grossis le trait, mais bon voilà, on a de l'acier qualité aéronautique ou de l'aluminium qualité aéronautique qui finit en fourchette, c'est un peu, ou en canette, donc c'est un peu dommage. Et donc l'objectif, ça va être vraiment de valoriser ces matériaux de très haute qualité à leur juste valeur dans un contexte de circularité. Et ensuite, ça va être de capturer et de proposer des recommandations d'éco-design en fait liées à la circularité qui puissent être adoptées par les différentes entreprises présentes dans le groupe IAEG. Mais ça, je vais dire, ce sera vraiment la dernière étape une fois qu'on aura fait tout le reste. Et donc ensuite, j'ai déjà décrit dans la dernière slide l'objectif des publications externes qui est d'informer au sens large sur les enjeux de la circularité pour le secteur. Je pense qu'on va pouvoir aller sur la slide suivante, qui est la dernière, je pense. Donc, je voulais juste vous donner une petite vue de nos priorités de travail. Donc, on a décidé en 2024 d'une liste de livrables à court moyen terme, on va dire, et de priorités. Donc, la première, j'en parlais, c'était de définir cette librairie de définition et de métrique de l'économie circulaire. Donc, on a déjà livré une première version. Elle va être publiée, donc elle est déjà publiée au sein et accessible à tous les membres d'IAEG depuis un moment, mais elle va être publiée maintenant à l'extérieur, donc accessible par n'importe quelle industrie du secteur d'ici la fin d'année. L'objectif, c'est de la faire évoluer. Donc, on a travaillé avec, bien sûr, toutes les définitions et les standards existants. Donc, on a beaucoup travaillé avec ISO. On s'est référé à toutes les définitions existantes, type Ellen MacArthur Foundation et autres. Et donc, ce groupe a fait un travail vraiment de fond à discuter sur chacune des définitions de tous les termes de l'économie circulaire, de celui qui faisait le plus sens pour notre secteur. Donc, c'était vraiment un travail de fourmi. Et maintenant, on part sur de bonnes bases puisqu'on a un langage commun et on peut se raccrocher à des définitions qui sont les mêmes pour tout le monde. Donc, j'ai parlé en point numéro 2, donc de cette map de toutes les réglementations. Donc, on a fourni un état de l'art et maintenant, de façon biannuelle, on va réanalyser l'évolution de cette image de toutes les réglementations applicables dans le monde. Le groupe en charge de la gestion des avions Fendi travaille sur un rapport d'analyse, donc un gap analysis report, un rapport d'analyse des écarts en fait entre les standards et les bonnes pratiques qui sont existants et ce qui est vraiment appliqué au jour le jour par les démanteleurs dans la vraie vie. Ensuite, le groupe en charge des matériaux va travailler sur ce qu'on appelle une data sheet pour permettre la circularité des matériaux dans la chaîne de valeur. C'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire quel est le minimum vital d'informations sur chaque type de matériaux utilisé dans l'aviation commerciale qu'il faut qu'on soit capable de partager entre le fabricant de matériel et le recycleur sur toute la chaîne de valeur pour s'assurer qu'on qualifie de manière suffisante ces matériaux pour pouvoir en faire quelque chose et les valoriser à leur maximum de valeur, en particulier en fin de vie. L'objectif aussi, c'est de livrer donc une analyse matériel hotspot analysis, on appelle ça. Donc c'est vraiment quels sont les matériaux sur lesquels il faut absolument qu'on se concentre quand on parle de circularité, quels sont les matériaux à prioriser les plus importants pour nous tous. Et donc là, je parlais de petites divergences. Mais typiquement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas tous les mêmes priorités en termes de circularité, que ce soit évidemment les fabricants ou les constructeurs. Donc ça va être se mettre d'accord sur les priorités à aborder. Ensuite, bien évidemment, se mettre d'accord sur des méthodologies pour calculer la circularité et des indicateurs associés qui soient les mêmes pour tout le secteur. Donc ça, on a bien avancé, on a l'objectif de livrer cette analyse, cette proposition d'ici la fin de l'année. Et ensuite, donc j'en parlais, de livrer régulièrement des publications pour informer les décisionnaires dans les entreprises, mais aussi au niveau des régulateurs,
Donc, j'ai parlé du rapport de l'OACI cette année. On est en train de finaliser un white paper aussi sur les bloqueurs de l'économie circulaire pour l'aviation commerciale. Donc, on devrait livrer au dernier trimestre. Et on travaille aussi sur un white paper sur la circularité des composites dans le monde de l'aviation commerciale, pour lequel on vise aussi une livraison en fin d'année. Donc, vous voyez, un agenda bien occupé. On a vraiment la chance d'avoir toutes les perspectives de la chaîne de valeur et c'est totalement unique dans le secteur. Donc, ça va nous permettre, on l'espère, d'avancer. Je voudrais mentionner aussi qu'on est en contact avec d'autres industries, que ce soit l'industrie des fabricants des producteurs de métaux, on va dire. On est en contact avec évidemment des entreprises, mais aussi d'autres associations. On est en contact avec d'autres industries type l'automobile. Donc, on a eu des échanges, par exemple, avec Stellantis ou avec d'autres groupes, ce qui nous permettra à terme d'identifier quels sont les flux qu'on pourrait router en gardant un maximum de valeur vers d'autres industries si on ne peut pas les refaire circuler au sein de l'aviation commerciale. Voilà, donc ça vous donne une première vue et n'hésitez pas à poser vos questions et j'aurai plaisir à y répondre à la fin du webinaire. Je vous remercie. Merci beaucoup Sandra, merci surtout pour votre présentation. C'était très clair, je pense que vous l'avez dit, surtout dans le sous-groupe numéro 5, la transparence, le fait d'être porte-parole voilà, de ces actions. Donc merci, merci d'avoir pris le temps d'intervenir sur ce webinaire pour nous présenter vos missions, les missions de l'IAEG et surtout les travaux que vous portez depuis ces derniers mois. Donc merci beaucoup. Nous allons poursuivre. Donc, comme l'a dit Sandra, vous pouvez poser les questions dès maintenant dans le chat et nous y répondrons à la fin du webinaire. Nous allons ensuite poursuivre avec donc la suite et notamment avec l'intervention donc de Benoît Rivollet, associé et directeur innovation et technologie chez Inextenso Innovation Croissance. Donc en fait, cette étude-là est marquée par la participation, voilà, la coordination d'Aerospace Valley dans le cadre d'un projet européen, le projet européen SKIRA, qui est cofinancé par l'autorité Interreg Sudway. Donc ce projet est composé de partenaires espagnols, français et portugais et a pour but de soutenir la création et l'accélération de start-up dans les zones rurales pour promouvoir l'industrie manufacturière soutenable et durable. Donc l'objectif de ce projet européen, c'est de développer un programme de formation sur mesure pour aider les startups dans leur accélération ou pour aider des entrepreneurs qui auraient des projets visant à devenir à l'avenir des startups. Donc ce projet-là a une grande part sur l'environnement, sur l'économie circulaire, et donc avec un souhait d'avoir un impact environnemental également sur les industries. Et on a également comme partenaire dans ce projet 2 industriels, Airbus Atlantique et également Renault, la branche espagnole. Donc dans le cadre de ce projet, nous avons mené une étude et nous avons plutôt Inextenso Innovation Croissance a mené une étude dans le cadre de ce projet. Et donc, je vais laisser la parole à Benoît pour le présenter. Merci, merci de me donner l'occasion de présenter cette étude. Effectivement, donc dans le cadre de ce programme européen, une étude a été faite sur l'état des lieux des déchets de production et le recensement des pratiques actuelles, donc sur la partie composite lors des procédés de production. Donc, je vais revenir sur le périmètre juste après. Peut-être, voilà, merci. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la part des composites dans l'aéronautique est très importante. Elle est en croissance. On atteint de l'ordre de 50% du poids de l'avion. Aujourd'hui, dans la nature des matériaux est très diverse. Donc ça, c'est un point important aussi qui est à prendre en considération dans ces sujets de recyclage ou de réemploi, réutilisation. On va de fibres de carbone en passant par les différentes résines et puis aussi les différentes structures qu'on peut réaliser avec ces matériaux. Le composite est présent un peu partout, que ce soit sur des éléments structurels, sur des éléments d'aménagement, de cabine. Donc on le retrouve sous différentes formes, différents matériaux en fonction des contraintes d'utilisation. Et donc, ce qui fait qu'on a un environnement assez complexe et assez divers, malgré
malgré tout, dans l'étude, on a essayé de travailler sur quels étaient un peu les sujets qui ressortaient en termes de freins, en termes de, de leviers à activer pour finalement réussir à aller vers plus de recyclage, un meilleur recyclage et une meilleure réutilisation. Peut-être. Merci. Donc, comme je disais, dans le périmètre, alors peut-être par rapport à l'IAEG, nous, on a évidemment été beaucoup plus restreint dans notre dans les travaux, puisqu'on s'est limité aux déchets de fabrication et au rebut de test. Tout ce qui est fin de vie, maintenance ou même en amont sur la partie R&D n'était pas inclus dans dans ce travail. Et pourtant, il y a énormément de déchets à ces différentes étapes, mais déjà sur cette partie de fabrication, on voit que et aux différentes étapes de la chaîne de valeur de fabrication, on voit qu'on a différentes typologies de déchets, que ce soit sur directement des fibres au moment de la production de ces fibres, que ce soit sur les premières fabrications de structures composites ou de produits semi-finis. À chaque étape, on a des typologies de déchets. Alors, le matériau évolue à ces différentes étapes, mais et donc on retrouve des gisements qui peuvent être source de matériaux pour des futures productions. En tout cas, on a des gisements de déchets qui aujourd'hui sont peu exploités. On le verra par la suite. Donc les types de déchets sont très variés. Juste peut-être pour revenir effectivement sur quand même deux éléments importants, puisque dans l'approche pour ceux qui travaillent sur ces questions de durabilité des industries, la notion de recyclage et de réutilisation sont deux définitions très importantes à considérer et de manière de réutiliser la matière. Donc sur le recyclage, on va transformer le déchet pour en créer une matière première secondaire. Donc souvent, on va faire appel à des tiers qui vont pouvoir reproduire une matière issue des déchets qui sont sortis des unités de production. Et donc là, on peut se dire qu'est-ce qu'on fait des chutes de tissus, comment on recycle les copeaux d'alliage métallique, par exemple, qui vont réintégrer un processus de, de, de fabrication de matières secondaires. Et puis, on a tout le champ de la réutilisation, où on va travailler sur le réemploi d'un composant, d'un matériau, d'éléments qui permettent un usage identique ou équivalent. Donc c'est aussi un point important. Tout à l'heure, on parlait de réutiliser des matériaux de qualité aéronautique pour en faire des fourchettes. Là, l'idée, effectivement, c'est d'avoir une réutilisation avec un niveau d'exigence aussi élevé, donc une application qui va sur lequel on va avoir le même niveau d'exigence que la première application. D'où la nécessité de travailler sur des systèmes de contrôle, d'inspection, de revalidation du matériau. Sur le slide suivant, voilà. Donc, si je reviens sur voilà, ce qu'on a réalisé en termes de travaux, donc il y a eu une enquête en ligne auprès d'un certain nombre d'acteurs de l'aéronautique sur les trois régions qui étaient concernées par le projet SKERA, et donc on a eu des réponses des acteurs de différentes positions dans la chaîne de valeur, et puis pour différents matériaux. Peut-être ensuite, on a mené un certain nombre d'entretiens pour essayer de rentrer plus dans le détail sur la qualification de ce qu'étaient ces déchets, de quels étaient les freins rencontrés par les acteurs, et essayer d'identifier des cas concrets, des bonnes pratiques peut-être à partager qui pourraient être utilisées par d'autres. En tout cas, rentrer dans le détail, et on verra que la maturité est quand même pas très élevée, hein, si je peux comparer à d'autres secteurs. Donc c'est un élément quand même à considérer. On a beaucoup aujourd'hui de freins qu'on va pouvoir détailler juste après. Voilà, donc quelques éléments d'enseignement de cette étude. Donc déjà, sur la connaissance même des déchets composites, aujourd'hui, il y a peu de données disponibles sur les volumes et typologies de déchets. Donc ça, c'est un élément, j'allais dire, de caractérisation de ce qui existe, qui reste très limité.
Et même sur la nature des déchets, en fait, les industriels mélangent, les industriels ont pas forcément une bonne connaissance du devenir aussi de leurs déchets. Donc ça, c'est un élément qui rend un petit peu tout cet univers opaque aujourd'hui. Et donc, il y a forcément des enjeux de clarification, des enjeux pour donner plus de compréhension et de connaissance de ce que devient et de ce qu'est ce déchet composite. Dans les pratiques observées, principalement aujourd'hui, on est sur du traitement externe de ces déchets, donc qui sont collectés par des prestataires, et de ce qui nous a été donné comme information, majoritairement enfouis ou en revalorisation énergétique, même si ce ne sont pas les destinations qu'on va privilégier dans une démarche vertueuse environnementale. Donc, on a toutefois quand même quelques acteurs qui sont proactifs, qui ont montré qu'ils avançaient sur cette question des déchets, avec en particulier déjà une première étape de tri pour pouvoir avoir des typologies de matériaux qui soient le plus homogènes possible en vue de recyclage. Je ne vais pas rentrer sur le détail des différents types de déchets, mais on a quand même, en fonction des déchets, des contraintes, des pistes de valorisation qui sont différentes. On va sur des tissus secs avoir des bobines périmées, par exemple, ou bien des chutes qui vont être difficiles à valoriser parce que les fibres vont être trop courtes, donc les applications initiales ne sont plus accessibles parce que ces fibres trop courtes impliquent une performance mécanique souvent derrière qui soit dégradée, donc on ne peut plus avoir une équivalence d'usage. Sur le pré-imprégné, là on a des problématiques de stockage, de coût de stockage si on veut conserver dans des bonnes conditions le matériau qui va souvent se détériorer et durcir. Sur les composites formés, donc là on a on a observé des chutes envoyées à d'autres usages, des usages de contraintes techniques moins fortes pour le bâtiment, pour le sport. Et puis des matières aussi qui sont plus difficiles, ou en tout cas qui sont plus difficilement aussi collectables, qui sont les poussières, où on a peu de traçabilité et une récupération limitée. Voilà pour quelques éléments de tendance. Alors, si je rentre un tout petit peu dans le détail sur la partie recyclage, donc recyclage, encore une fois, des déchets de fabrication pour les composites dans l'aéronautique. On est sur des freins, des matériaux complexes en termes de recyclage, où pour les thermodurcissables, on va avoir des complexités techniques pour justement ces phases de recyclage. On a parlé des fibres courtes qui sont difficiles à recycler pour des applications en tout cas de niveau similaire. Sur la contamination aussi des matériaux, puisqu'il va y avoir des ajouts dans ces matériaux avec des retardateurs de flamme ou autres qui font que en fait on est sur un matériau qui est spécifique puisqu'il a été développé, il y a eu des ajouts qui ont été adaptés à l'application, et donc on se retrouve avec une multiplicité de matériaux qui vont avoir des contaminations ou en tout cas des ajouts qui font que leur caractérisation et leur homogénéisation va être difficile. Et puis un autre frein qui est remonté, c'est les contraintes de coût. Les contraintes de coût aujourd'hui conduisent à l'enfouissement parce qu'on a des contraintes de stockage dans de bonnes conditions. On a déjà sur la matière première, les coûts de stockage sont importants, mais considérer aussi les coûts de stockage sur les déchets fait que finalement les options de recyclage qu'on peut envisager et les rendent économiquement plus complexes. Et puis une complexité aussi de transport vers des centres spécialisés qui reste difficile pour des raisons, parce que une des raisons c'est qu'ils sont pas assez nombreux, mais donc on voit qu'on se retrouve dans des situations où l'équation économique est compliquée sur ces déchets. Et puis dernier point, pas d'obligation de recyclage, donc peu d'incitation aussi réglementaires pour faire avancer les solutions techniques ou optimiser
et travailler, comme ça a été dit tout à l'heure aussi, en groupement d'entreprises peut-être concurrentes, mais qui peuvent avoir un intérêt sur ces questions de gestion des déchets, à avoir une collaboration plus importante pour faire des économies d'échelle. Donc il y a des leviers, mutualiser les flux, donc je viens d'en parler avec ces collaborations, avoir une filière dédiée qui pourrait se mettre en place et permettre ces économies d'échelle et massifier les déchets. Travailler sur des développements techniques pour avoir des solutions qui permettent en particulier sur la séparation fibre-résine qui soient plus performantes et économiquement plus viables, ou encore sur quels sont les débouchés, collaborer avec d'autres chaînes enfin d'autres filières industrielles qui peuvent avoir des débouchés sur les matériaux qui seraient dégradés en termes de performance. On a aussi un levier de connaissance, de compréhension, de cartographie de ce gisement pour pouvoir prendre les bonnes décisions d'organisation. Donc là, on voit que là-dessus, il y a encore, en tout cas, l'étude a fait apparaître qu'il y avait encore des gros gaps de connaissances. Et puis, sur la réglementation, les contraintes d'enfouissement vont être de plus en plus fortes, de plus en plus coûteuses, ce qui va forcément amener à obliger les industriels à trouver des solutions alternatives. Donc pour la suite, donc ça c'était pour la partie recyclage, et pour la partie réutilisation, on a globalement quand même des sujets qui sont un peu similaires, même si sur la réutilisation, euh, on voit apparaître quand même quelques freins techniques. C'est que oui, on pourrait réutiliser, mais finalement les processus industriels sont déjà bien optimisés, et donc d'un point de vue technique, il y a finalement peu d'éléments qu'on pourrait réutiliser selon les industriels, et avec la contrainte de durcissement de certains euh, euh, composites, on se retrouve avec des matériaux qui sont non réutilisables. Et aujourd'hui quand même des difficultés globalement qui remontent à réutiliser, à intégrer les rebuts dans les nouvelles pièces qui sont sur les chaînes de production. Pour les questions aussi de logistique, où on va avoir des problématiques de stockage qui reviennent, comme on l'a vu aussi sur les déchets, mais là pour les pièces qui seraient enfin en tout cas les portions ou les éléments qui seraient en réutilisation directe. Et puis un manque de visibilité, manque de connaissances, des possibilités de réutilisation, en tout cas un travail interne qui est peu fait sur justement ces opportunités de réutilisation dans les chaînes de production internes aux entreprises ou en groupement d'entreprises. Donc les leviers, c'est un peu comme sur la partie recyclage, de comprendre ces flux, ces typologies de déchets. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je disais qu'on est peu mature, c'est qu'on est quand même sur une filière industrielle, voilà, qui doit bien clarifier, bien comprendre quels sont où sont ces déchets, quelles sont la nature et quelles sont les options qui sont possibles, et en particulier sur la partie technique, donc des réutilisations sur des applications moins critiques, donc des tests à réaliser, des développements techniques, voilà, encore pas mal de travaux techniques pour faire en sorte que la réutilisation puisse se faire, et que les bureaux d'études puissent intégrer cette notion de réutilisation dans l'organisation de la production et de la conception des nouvelles pièces. Et puis sensibilisation des équipes aux opportunités de réemploi. Voilà. Donc on est quand même dans ces phases amont, voilà, pour conclure, sur de compréhension, d'identification d'opportunités et de formation des équipes. Et je crois que j'ai fait le tour, Claire. Parfait, merci beaucoup Benoît pour la réalisation de cette étude et voilà, d'avoir fait l'exercice de synthétiser cette étude sur quelques slides. Donc des freins et leviers aujourd'hui travaillés par la filière aéronautique. Donc pour donner du relief à cette étude, je vous propose maintenant d'écouter les initiatives de 3 acteurs qui vont partager leur expérience sur la mise en œuvre de leur projet.
Donc, on va tout d'abord écouter Franck Daubijon, chargé de projet réemploi composite aéro sur l'initiative Carbon Up, qui nous partagera tout d'abord son expérience sur la mise en place de cette initiative visant au réemploi des composites des sites d'Airbus Atlantique. On écoutera ensuite Sandrine André, ingénieure études R&D, responsable pôle recyclage, qui nous présentera le projet Recombineur en association avec Somocap dédié à la revalorisation des chutes composites. Et je précise du coup que Fabrice Sorway n'est pas présent aujourd'hui et est excusé. Et on suivra également le témoignage de Julie Dossens, donc de DAER, qui est experte Thermoplastic Processes and Simulation, qui nous présentera les initiatives de revalorisation de composites thermoplastiques sur le TBM. Voilà, peut-être pour l'ensemble des intervenants, on passera effectivement sur, pas sur le temps maximum, puisqu'on a bien dépassé déjà le temps écoulé. Donc voilà, merci de prendre en compte ce paramètre. Et pour commencer, je laisse la parole à Franck. Merci. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc aujourd'hui, moi, je voulais évoquer le projet là qu'on mène à Airbus Atlantique à Nantes. Donc on est face à des problématiques qui sont concrètes sur les sites de production. Il y a un non d'enfouissement qui est à horizon de 2030. Donc, on a, par exemple, le site de Nantes, une centaine de tonnes par an de composite qui est globalement en ce moment fini. Donc, nous, on a, dans une petite équipe, on n'est que deux à Nantes, on essaye de proposer des alternatives. Alors, du réemploi recyclage, il y a autour, je pense, de nous, là, beaucoup de gens qui font du recyclage. Nous, on essaye d'opérer sur un peu en amont sur plutôt de la réutilisation et réemploi. Donc, la slide suivante. Okay. Donc, l'objectif, il s'inscrit en fait dans un projet global environnemental l'idée par Airbus et sur les sites, tous les sites de production ont des objectifs qui sont à peu près de cet ordre-là. Ce que vous avez, donc il y a forcément sur les émissions de CO2 des réductions d'énergie, d'eau, etc. Donc nous on fait un focus sur les déchets et le site de Nantes a la particularité de produire beaucoup de produits et de pièces composites. Donc notre problématique elle s'oriente autour de ça. Donc, c'est pour cela qu'il y a quelques années, là, il y a 2 ou 3 ans, on a développé une initiative de réemploi. Donc, la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc désormais, on l'appelle, le projet, il est nommé Carbon Up. Donc, du coup, c'est pour Up, c'est pour le upcycling. Donc, du coup, ce que vous avez en face de vous, c'est en gros l'architecture du projet. Donc, vous reconnaissez une ligne de production classique composite en gris, où on a la livraison des matériaux, leur stockage. Souvent, c'est du pré-imprégné, donc c'est du stockage à moins 18 degrés. Ils sont processés ensuite, découpés, drapés, et puis polymérisés pour produire des pièces d'avion. Donc l'idée en fait sur ces produits-là, c'est d'essayer de garder leur plus haute valeur mécanique pour pouvoir trouver des exutoires, donc soit dans l'industrie aéronautique ou soit à l'extérieur sur les autres industries. Donc c'est d'aller capturer les déchets à la source, puisque pour nous c'est pratique, on est sur le site d'Airbus et on est capable d'interagir sur les lignes de production. Donc, c'est-à-dire plutôt que de récupérer une fibre qui soit bouchonnée ou découpée dans tous les sens, les opérateurs vont venir l'extraire, la reconditionner à plat. Voilà. Donc, on est capable, vous voyez, de récupérer des produits qui sont quand même de très bonne qualité et qui sont capables d'être revalorisés derrière. Donc après, on a beaucoup de typologies de produits. Je m'attarderai là-dessus sur la slide suivante. Et donc l'idée c'est d'aller collecter. Si tu peux revenir juste un petit peu en avant. Ouais, voilà. L'idée, c'est sur cet îlot central de cette collecte et de ce stockage, c'est d'aller après via des études ciblées, que ce soit commerciales ou techniques, c'est d'aller
proposer nos matériaux vers d'autres industries ou vers des pièces de second ordre, hein, des classes 2, classe 3, structures secondaires sur un avion. Donc c'est la partie, vous voyez là, il y a un bateau, un vélo, etc. Ça permet de revaloriser. Si après on ne sait pas encore faire parce que le produit est particulier, il ne peut pas être revalorisable, il y a effectivement l'étape du recyclage qui va permettre de faire des produits plus standardisés et permettre de les offrir avoir plus de flexibilité dans la réutilisation, dans la revalorisation. Et puis ensuite, bien sûr, il y a l'étape de soit l'incinération ou de l'enfouissement, et qu'on essaye petit à petit de réduire et d'essayer d'annihiler à 2030. Donc la slide suivante. Donc comme dit par Benoît précédemment, on a la difficulté des composites peut-être à dissocier du métal, c'est que là, on a des typologies de matériaux qui sont très, très variées et qui demandent, dans un axe de réemploi, d'être traités de manière très spécifique. Donc, on va aller capturer des pièces, par exemple, qui sont rebutées en ligne. On va aller récupérer des chutes ou des rouleaux qui sont découpés ou des matériaux qui sont périmés. Donc des matériaux neufs, hein, mais qui sont périmés, qui ont par exemple à moins 18 degrés, qui ont dépassé la date. Et puis après, on va avoir des chutes de découpe, soit de matériaux pré-imprégnés, ou soit de matériaux secs, ou alors des chutes polymérisées. Donc l'idée, c'est de garder en fait tout ce mapping, cette cartographie, et d'aller adresser des produits à des marchés particuliers en fonction de ces typologies. L'idée, c'est pas de faire du recyclage, hein, c'est pas de tout pyrolyser, de tout envoyer pour faire des fibres. C'est d'essayer, par exemple, de matériaux polymérisés, de les découper et puis refaire, je vous montrerai, des bielles ou des choses comme ça. Donc, la slide suivante. Donc là, nous, on a la démarche de Carbon Up, hein, c'est d'aller, c'est extrêmement pratique. Hein, on a, nous, cette expérience-là depuis 3-4 ans, d'aller battre la campagne et puis d'aller voir des industriels en disant, ben voilà, vous avez besoin vous avez un projet, nous, on a des matériaux de très haute qualité, on les a stockés correctement, on est capable de faire des choses. Donc, c'est des choses que vous avez sans doute un peu tous vues. Il y a des lames de course, on a fait des tandems pour les JO. On est assez implanté dans le milieu du nautisme et il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Et ça, c'est un milieu qu'on veut creuser parce qu'il y a une filiation, une proximité qui est assez intime entre le nautisme et l'aéronautique. Et puis, on veut travailler aussi pour notre propre système industriel, puisque les sites de production Airbus sont des gros consommateurs de matériaux. Et on se dit que pour des grilles, des aménagements de postes, des moules, on est capable de faire des choses. Et également, on va voir le milieu de l'aménagement, du design, de l'architecture. Donc, vous voyez, on a essayé de balayer un scope assez large pour essayer de trouver parce que de notre expérience aussi, si vous voulez, c'est vraiment les marchés, les exutoires qui sont importants. Il est stocké, convertir des matériaux, c'est une chose, mais il faut savoir après les revendre pour pouvoir vivre de cette activité-là. Donc, pour nous, le gros point, et je pense qu'il est également vrai pour tous les recycleurs, c'est de trouver des exutoires, c'est de trouver des matériaux, des industriels qui prennent nos matériaux. Voilà. Donc, en quelques mots, j'essaye de rattraper un peu le temps perdu là. Voilà l'activité Carbon Up. Donc, j'envoie un message, hein, s'il y a des industriels, de venir nous contacter. On a besoin de créer ces collaborations, de cette dynamique circulaire, parce que on n'y est pas encore. Donc, nous, on a beaucoup de matériaux, on a beaucoup d'idées.
Et donc, on a besoin de créer un écosystème là-dessus. Merci à vous. Merci beaucoup, Franck, pour cette démonstration transfilière. Je vais maintenant donner la parole à Sandrine André de Canoë pour nous exposer le projet Recombineur. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l'opportunité de présenter ce projet Recombineur. Donc, je suis Sandrine André, responsable du pôle recyclage sur Canoë. Et donc, Canoë est leader et pilote ce projet. Donc, c'est un projet régional inter-CT dont l'acronyme c'est revalorisation de composites à but d'améliorer la performance, l'intégrité, l'usage et la réutilisation. Donc, on est bien dans le sujet du webinaire de ce jour. On peut passer au slide suivant. Donc, je ferai une présentation générale du projet avec les objectifs, l'organisation par lot, impact retombé, je passerai assez vite, et puis la présentation des partenaires. Donc, vous avez les logos en bas. Donc, au niveau du contexte, je pense que ça a déjà été évoqué par les présentations précédentes. On est sur le recyclage de matériaux composites, donc ici plutôt thermoplastique, haute performance. On va être sur des PA, des PPA, des PIC essentiellement. Donc, des chutes de l'aéro, des réservoirs également de stockage à hydrogène. Et là, on va faire un focus uniquement dans ce projet sur l'axe recyclage. Aujourd'hui, les matériaux ciblés, c'est notamment les poudres de polymères, donc, qui peuvent être issus de synthèse, également de procédés 3D, des procédés laser, par exemple, et puis également des chutes de production où on utilise du huile de poudre, donc de poudre de polymère. On travaille également dans ce projet les tapes, donc ces fameuses bobines imprégnées de thermoplastique, donc essentiellement fibres de carbone unidirectionnelles. Donc, ça peut être des chutes de production de non-conformité ou également des détourages de pièces ou des fins de bobines après la mise en œuvre de pièces. Et puis, évidemment, tout ce qui est pièces de composite, donc je l'ai évoqué, détourage post-procédé ou également fin de vie pour ces matériaux-là. On peut passer à la slide suivante. Donc, les objectifs, c'est de mettre en place une filière régionale de réduction des chutes de production en recyclant les matériaux. Donc, on est bien sur le territoire Nouvelle-Aquitaine. Et puis, développement d'une génération de réservoirs de stockage et hydrogène 100% composite, parce que c'est des choses qui sont également en lien avec les thématiques de la région et avec des matériaux recyclés. Donc, la chaîne de valeur s'appuie avec l'entrée de matières issues de partenaires donc, qui sont Somocap et Axial, donc je présenterai plus tard, et puis également sur des gisements de production industrielle qui ont été ciblés dans le cadre du projet. Dans la chaîne de valeur, c'est l'étude du sourcing, tout d'abord, évidemment, ça a commencé par là, et la caractérisation des matériaux entrants, le traitement, donc avec les partenaires Pressimicron, Compositadour et Canoë, et la valorisation, donc on retrouve le Compositadour, Canoë, Rescoil également, Somocap en partie, pour arriver à produire des pièces composites à nouveau haute performance pour de nouveaux marchés, donc soit pour la production industrielle ou également en boucle fermée chez Axial ou Somocap. Et évidemment, on n'oublie pas l'analyse de cycle de vie qui permettra de donner des préconisations à l'utilisation, recyclage de ces matériaux. On peut aller au slide suivant. Donc, le projet, il se découpe en 5 lots. Donc, comme je disais, un premier lot qui est l'étude du sourcing, donc qui est piloté par Compositadour pour identifier les gisements et surtout la disponibilité et la pérennité, si on veut créer une filière sur le territoire Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, un lot d'eau pour en fait, préparer, reconditionner tous ces matériaux donc, par des étapes de broyage, déchiquetage, découpe, quand c'est par exemple des fins de bobines de tapes, après une réduction par un autre moyen de broyage, les broyeurs à couteau pour affiner et être sur des matériaux plus courts, des filons plus courts, et enfin de la micronisation pour aller sur d'autres procédés. Donc, ces matériaux qui ont été reconditionnés, ils seront utilisés en reformulation en tant que charge dans des matrices thermoplastiques
ou directement, si on l'utilise dans le lot 4, pour faire de la thermocompression, d'estampage ou du thermoformage. Donc là, en fonction du matériau entrant, on va l'utiliser tel quel. Si on part de la formulation, on va faire de l'extrusion et du filage pour l'impression 3D, donc sur du FDM. De l'impression 3D grand volume, par exemple, pour faire du moulage. Et puis, si on part de matériaux qui ont été micronisés, on va utiliser, par exemple, le procédé de colle spray. Donc, il y a un dépôt de poudre très fine pour venir combler ou faire des revêtements de surface. Et enfin, sur votre bourrate, donc, dans le lot 4, vous avez, par exemple, le démonstrateur de recombineur qui est un réservoir à hydrogène assemblable, toutes les technos qui auront été associés précédemment, donc thermocompression, extrusion et cold spray. Évidemment, en parallèle de ces trois lots, il y a le lot caractérisation où on va venir créer des fiches matières pour chacun des matériaux entrants ou sortants et produits au cours de ce projet. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a également évidemment un lot dédicacé à l'analyse de cycle de vie qui permettra de donner des préconisations pour le recyclage. On peut passer, donc du coup, pour gagner un peu de temps, là, je pense que ce n'est pas la peine de développer. C'est un projet juste qui répond à la feuille de route régionale Néoterra, donc régionale Nouvelle-Aquitaine, pour réduire les déchets de production et tendre vers le zéro déchet. Donc, on va pouvoir passer à la slide suivante où je vais vous présenter les partenaires. Donc, ce projet est financé par la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis, on peut passer du coup à la présentation des 7 partenaires. En premier lieu, Composite Adour, donc qui est un centre de recherche et développement implanté au Pays Basque. Je pense que vous connaissez sans doute très bien. Qui met à disposition des moyens de déchiqueteurs industriels, donc vraiment pour faire une première découpe des pièces ou plaques ou matériaux pour avoir de la fibre semi-longue, on va dire. Et puis évidemment des moyens de thermocompression. Là, ça va un peu plus vite, je ne sais pas, voilà. Pardon, Composite Adour pilote le lot sourcing, Précis Micron. C'est bon, tu peux. Donc, Précis Micron, c'est une société d'entreprise française qui est basée à Biarritz, qui est en cours de déménagement, qui est spécialisée dans le domaine de la valorisation des poudres, donc qui est ici dans le cadre de recombineurs pour microniser et remettre en conformité des matériaux par tamisage, notamment, et qui permet de cibler une granulométrie spécifique qui est très importante, notamment pour le procédé de cold spray qui est développé par Rescol. Rescol, donc, qui est devenu le troisième partenaire, qui est devenu le groupe A+. Donc, Rescol, je pense que tout le monde également le connaît sans doute autour de cette table. Donc, 180 personnes uniquement pour l'entité Rescol. Donc, aujourd'hui, ils interviennent en tant que partenaires pour piloter le projet, mais aussi notamment pour tout ce qui est caractérisation, donc tout ce qui est tests physico-chimiques, mécaniques, tests au feu notamment. Et puis, dans le cadre de ce projet, sur le lot et démonstrateur, c'est un nouveau développement qui est le procédé cold spray, dont vous avez sans doute entendu parler, pour venir déposer une fine couche de matériaux, notamment ici de polymère, très fine couche, pour venir consolider ou apporter des fonctionnalités sur des pièces, donc en travaillant sur la matière recyclée. Passer. Une autre très belle PME qui est la PME Axial, qui est implantée proche de Pau, à Sauvagnon, une équipe de 60 personnes, qui est également sous-traitant de l'aéronautique pour la fabrication de sous-ensemble, l'habillage de composites, donc par thermo-estampage notamment. Donc ici, les thermoformages. Ici, Axial va nous fournir de la matière première, donc issue de rebuts de chute de production, pour refaire de la matière, et notamment travailler par exemple sur la fabrication additive. Donc on va être en circuit fermé, donc l'objectif est de leur apporter des solutions sur leurs produits.
Somocap également, donc une entreprise, une PME implantée au Pays Basque, donc bientôt à Villefranche. Ils sont en cours ils ont déménagé, donc c'est pour ça que Fabrice Sorette est absent, il est pas mal occupé. On peut revenir, voilà, hop, ça passe, je pense que ça défile tout seul, ça va un peu vite, Claire, je sais pas, voilà. Bon, quelques chiffres clés, 60 personnes à peu près qui travaillent dans des différents secteurs d'activité. Vous retrouvez par ici. Donc, sur le projet, on va aller sur la slide suivante. Voilà, un peu vite. Donc, les domaines d'activité que vous connaissez bien, le caoutchouc, hein, historiquement, lequel était Somocap, les plastiques et les composites, donc tout ce qui est plutôt thermoplastique, évidemment, donc thermoplastique fibre de carbone. Et donc sur des procédés de thermocompression estampage et dans le cadre du projet Rocommunaire, le développement d'un nouveau procédé de thermocompression hybride. Vous voyez un petit exemple ici d'un boîtier de montre fabriqué avec de la matière recyclée. On peut passer au slide suivant. Donc les moyens mis à disposition de Somocap dans ce projet, c'est tout ce qui est équipement de R&D, hein, des fameuses presses et puis de nouveaux procédés de thermocompression hybride, également tout un savoir-faire autour de l'outillage, de conception d'outillage. Et donc les projets, c'est de travailler sur ces composites avec la matière qui est fournie par les autres partenaires. Les suivants, donc Canoë, qui est un centre technique implanté en région Nouvelle-Aquitaine, on travaille sur les terrains de 3 à 6 hein, et autour de 6 à 7 axes sur la formulation de polymères et de procédés, la fabrication autour des matériaux carbonés, autour de la photopolymérisation, évidemment autour de la fabrication additive avec différents procédés à différentes échelles, également tout ce qui est matériaux composites, donc mise en œuvre de matériaux composites, un axe aussi sur ce sujet-là, l'axe recyclage, d'où ma présence ici, et puis tout un volet aussi sur la caractérisation non destructive. Les axes les marchés sur lesquels travaille le secteur d'activité Canoë, c'est travailler à la réduction des émissions de CO2, évidemment sur l'économie circulaire, donc par le recyclage, par l'utilisation de matériaux biosourcés, et puis dans les stockages d'énergie ou stockage d'hydrogène qu'on va retrouver évidemment tous ces domaines dans des marchés comme le transport, la défense, l'énergie, l'environnement et puis le médical. Donc, sur le projet Recombineur, Canoë est leader et coordonne donc, ce projet. Les moyens mis à disposition, c'est tout ce qui est broyage, à partir des matériaux déjà fournis par Composite Adour au niveau de la chaîne de valeur. Donc, on va réduire ces matériaux avec des moyens sécurisés en termes d'HSE. Et puis, on va pouvoir les fournir derrière, par exemple, après 6 microns pour en faire de la poudre. On a des moyens également de découpe, par exemple pour les femmes bobines de tapes, donc de fibres imprégnées unidirectionnelles. On va pouvoir travailler en extrusion bivis pour venir reformuler, si nécessaire, les matériaux, avec derrière de la mise en œuvre pour faire de la production de filaments 3D et imprimer de la pièce pour pouvoir caractériser et avoir des fiches techniques matières en sortie qui seront, ce sont les livrables pour Recombineur, c'est d'avoir également des fiches matières à comparer avec des matières non recyclées, par exemple. Et le démonstrateur final, vous avez un petit exemple en bas à droite, donc qui est en cours d'élaboration, qui est un réservoir à hydrogène qui va permettre, je crois que c'est présenté dans le slide suivant, d'assembler des différentes techno. Ah non, pardon, il y a d'abord la PESA. Excusez-moi, Claire, ça va un peu vite. Revenir, voilà. Donc la PESA, qui est un centre technique implanté également en Nouvelle-Aquitaine, qui est spécialiste de domaine. Je pense qu'on peut aller dans le slide suivant où on présente les 4 axes de la PESA, donc qui est spécialiste dans la transition environnementale,
avec un volet sur la réglementation et prévention HSE, la valorisation des déchets de biomasse et effluents, plutôt en montardon, et des créations de valeurs sociétales par des services, de la R&D, de la formation. Et puis le volet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout le volet axe éco, innovation et évaluation environnementale, où là, ils accompagnent le projet Recombiner pour tout ce qui est analyse de cycle de vie et donc donner des préconisations évidemment en fin de projet en fonction des matériaux, du traitement qu'on aura effectué et des propriétés qui sont obtenues. Le dernier slide, je crois, donc c'est le démonstrateur final qui permet d'associer toutes les technos. Au tout départ, les partenaires Compositado, Pressing-Micron et Canoë qui ont remis en forme les matériaux, que ce soit par du broyage, de la micronisation, du compoundage, du filament 3D, pour alimenter derrière Compositado, par exemple, pour faire et produire une première embase qu'on voit sur la partie gauche du réservoir, et alimenter Somocap pour également faire une deuxième embase par un autre procédé. Voilà un petit peu les objectifs. Au milieu, on a la partie cylindrique donc, qui est produite par Canoë à partir de matériaux recyclés. Alors, pas à 100%, mais en partie, pour faire cette partie cylindrique de tuyaux. Rescol qui intervient sur la partie jointure entre les embases et le réservoir. Voilà pour ce démonstrateur qui est en cours d'élaboration et on pourra présenter, voilà, au santé. Et puis en parallèle, donc, pour la partie axiale, donc par rapport aux produits, aux matériaux qui nous ont fournis, là on part plus sur de la remise en forme, donc caractérisation, chose qui a été validée. Un des matériaux a été ciblé pour construire, fabriquer une pièce en filament 3D. Et donc, on est en cours d'élaboration pour une pièce qualifiée également, dont la matière est qualifiée aéro, et à voir quand on aura imprimé en 3D cette fameuse pièce, ça passera les tests ou pas, est-ce qu'on aura le temps de le faire, mais c'est l'objectif d'avoir ce démonstrateur, c'est également en cours. Donc, le projet se termine fin d'année 2025. Bien avancé. Il y aura des présentations et des simulations des résultats d'ici la fin de l'année et début d'année prochaine. Voilà, pour partager évidemment avec l'analyse de cycle de vie associée pour préconiser le meilleur réemploi, recyclage de ces matériaux et enfin une petite photo du consortium au kick-off meeting. Voilà, j'espère que j'ai... Merci pour votre attention. Ça a été assez clair. Je suis à disposition également pour toutes les questions en fin de session sur ce projet, ce beau projet Recombiner. Merci Sandrine pour cette présentation et ce beau consortium de la Nouvelle-Aquitaine. On va maintenant laisser la parole à Julie Dossens de Daher pour la présentation des travaux du TBM sur la revalorisation des composites. Merci Claire, bonjour à tous. Donc merci Claire pour nous laisser cette tribune pour présenter notre initiative de revalorisation sur le site de Nantes pour une application pour notre avion TBM. Tu peux passer à la slide suivante s'il te plaît. Donc derrière, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous sommes présents sur 4 métiers. Donc le premier, le métier d'avionneur avec nos avions Kodiak et TBM. L'industrie, donc on est aérostructurier, on fabrique de la pièce élémentaire pour différentes industries aéronautiques. Nous sommes également très présents dans la prestation de services industriels. Et puis, notre cœur de métier, le métier de logisticien. Tu peux aller à la slide suivante. Donc, quelques chiffres clés pour 2024, donc on va aller très vite. Donc, derrière, nous sommes un groupe familial donc, qui comporte 14 000 collaborateurs répartis sur 15 pays dans le monde. Nous avons lancé 3 technocentres, donc Flying, celui qui est dédié à l'avion, Shapin, donc celui dans lequel je suis basée, orienté vers les procédés de fabrication, et enfin Login, qui traite toutes les problématiques liées à la logistique et les services. Donc, il faut savoir que 90% du chiffre d'affaires du groupe Daher se fait dans le secteur aéronautique. Slide suivante, s'il te plaît.
Donc maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet, donc la revalorisation chez DR. Donc notre objectif, c'est de développer, permettre de monter en maturité et qualifier de futurs produits qui seront issus du recyclage de nos chutes de composites. Donc pourquoi? Donc afin de diminuer l'empreinte carbone. Donc il faut savoir que fabriquer 1 tonne de fibre de carbone peut revenir jusqu'à 60 tonnes d'émissions CO2 en fonction d'où provient cette fibre de carbone. Donc ça sont des sources EcoInvent. Et le but aussi de notre initiative, c'est de supprimer les opérations d'incinération et d'enfouissement. Comment? C'est revaloriser nos chutes de production pour produire de nouvelles pièces. Slide suivante, s'il te plaît. La stratégie chez DR. Donc, depuis une quinzaine d'années, le groupe a investi dans la production à forte cadence de pièces en composite thermoplastique. C'est ce que nous faisons sur notre site de Nantes-Saint-Aignan. Donc, les avantages du thermoplastique, donc, ce sont des matériaux qui permettent d'alléger les structures grâce à des assemblages par soudure. Donc, gain de masse assuré par l'affranchissement de fixation métallique. Le recyclage est plus facile comparé aux matériaux thermodurcissables. Le thermoplastique permet également de réduire les temps de mise en forme, donc ce qui est compatible du coup à nos exigences de forte cadence. Et enfin, en comparaison au thermodur, donc la conservation du thermoplastique est plus simple. On n'a pas besoin de stocker en congélateur et ce sont des matières qui n'ont pas de date de péremption. Donc l'inconvénient, parce qu'il faut en avoir, ce sont des matériaux qui génèrent beaucoup de chutes. Donc ici, vous avez à l'écran quelques exemples de produits que nous fabriquons sur le site de Nantes. Donc à savoir des clips de jonction qui sont fabriqués par le procédé d'estampage qui servent à assembler les différents éléments au niveau du fuselage de l'avion. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, d'où proviennent nos chutes? Donc, le gisement. Donc, il faut savoir que nous, pour nos composites thermoplastiques, donc on reçoit la matière sous forme de plaques consolidées. Donc, on a des empilements de plis composites thermoplastiques qui sont consolidés sous presse. On va avoir une première étape de détourage. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est une grande plaque qui fait plusieurs mètres de long, dans laquelle on va venir imbriquer la forme de la pièce qu'on va venir ensuite estamper. Donc, ce qui est entouré en vert, c'est ce qu'on va appeler le squelette, la chute 2D. Et en dessous, c'est la préforme, le flanc qui va être ensuite estampé. Une fois la pièce estampée, c'est-à-dire mise en forme en 3 dimensions, on va venir détourer la pièce. Et enfin, s'ensuit les étapes de fin de gamme avec les contrôles et la finition. Donc, nous, ce qu'on revalorise chez nous, c'est les chutes composites en tissu carbone PPS et en tissu carbone PIC, avant et après estampage. C'est ce que vous voyez entouré à l'écran. Donc, ceci représente un volume compris entre 5 et 10 tonnes de chutes, à la fois carbone PPS et carbone PIC, tout grade confondu, et sur des volumes annuels. On peut passer à la slide suivante. Donc, notre procédé. Donc, le procédé d'AR, donc un procédé qu'on a breveté, repose en 4 étapes. Donc, la première, c'est celle du tri des chutes, de façon à s'affranchir d'avoir des contaminations intergisements. On peut avoir du carbone PIC dans du carbone PPS et inversement. La deuxième étape consiste à broyer nos chutes afin de réduire le volume de celles-ci et les rendre également plus compatibles avec le process suivant, donc à savoir le process de compoundage. Donc ici, c'est une étape clé car on va faire une mise à zéro de l'histoire thermique de la matière, parce que la matière va être réchauffée une nouvelle fois, donc ça c'est un avantage du thermoplastique. On va ici aussi homogénéiser la taille des fibres, parce que là, à l'issue de nos chutes, on peut avoir des chutes qui font de quelques millimètres à plusieurs dizaines de centimètres de long. Donc là, le fait d'avoir broyé et de passer dans une compoundeuse, dans une vis d'extrusion, on va homogénéiser la dispersion de la taille des fibres de carbone. Et ainsi, au travers de cette étape, on va créer ce qu'on va appeler le nouveau lot matière, donc qui va être un granulé thermoplastique qui va être fortement chargé en fibres de carbone. Et cette matière-là va entrer dans le process final, donc à savoir l'injection, et où on va fabriquer un nouveau produit injecté, donc avec un taux de carbone supérieur à 55%, qui correspond au taux de carbone de la plaque mère qu'on a dans nos chutes de composite fibre longue. On peut passer au slide suivant. Donc, notre ligne pilote. Donc, comme je vous disais, la première étape de la ligne, ça va être de trier et de stocker nos chutes. Donc, l'idée est ici de séparer nos différents gisements. Ensuite, on va avoir des étapes de dépollution, donc pour les chutes 3D et pour les chutes 2D. Donc, l'objectif, c'est de supprimer tout ce qui va être différentes contaminations, telles que des scotch qu'on peut avoir lors de la mise à forme à l'estampage, ou alors les traces de sable ou de lubrifiant qu'on peut avoir lors des étapes de détourage. On va ensuite avoir des étapes successives de concassage et de broyage, de façon de réduire la taille des chutes à une dimension cible qui va être compatible avec le procédé de compoundage. Mais avant de faire compounder la matière, on va aussi cribler la matière de façon à éliminer les fines de carbone.
Donc, tout ce qui va être de dimension inférieure à 2 mm va être évacué. Étape clé, donc le compostage, on en a parlé précédemment. Et enfin, l'étape d'injection qui va consister à fabriquer de nouveaux produits. Donc, cette ligne a été éprouvée sur des quantités de gisements qui ont été supérieures à 1 tonne au sein de notre technocentre chez Pine. Slide suivant, s'il te plaît. Donc maintenant, pour parler en termes d'application, donc je vais vous présenter nos travaux sur les pédales de palonnier du TBM. Donc ça représente 240 pédales par an qui équipent la flotte du TBM 960. Donc initialement, ce que vous voyez à l'écran, c'est la version initiale, originale en aluminium usiné. Donc la pédale a été redesignée pour être compatible avec le procédé d'injection et avec notre matière carbone PPS revalorisée. Et en termes de chiffres, par ces opérations, le coût d'achat de la pièce a été divisé par 3 et la performance mécanique est assurée. Donc aujourd'hui, ces pédales sont certifiées selon l'ACS 23. Slide suivant. Donc pour raconter l'histoire, comment ça s'est fait? Donc au niveau du cahier des charges, on avait les équipes de l'avion qui avaient une exigence. Il fallait que la raideur équivalente sur la pédale reconçue en matière organique soit équivalente à la pédale originale en aluminium, de façon à conserver le ressenti du pilote. Donc en termes de reconception et de résultats de dimensionnement, les travaux ont été menés en 2019. Donc on a procédé avec des hypothèses. Donc, comme c'était la première fois qu'on était confronté à la conception d'une pièce en matière organique, en polymère renforcé, donc ici, la prise en compte de l'orientation exacte des fibres de carbone n'a pas été prise en compte et le calcul a été fait avec des valeurs mécaniques qui ont été sévèrement abattues. Donc, en termes de résultats, au vu du nouveau design proposé, la raideur de la pièce avec sa version organique est similaire à celle dans sa version aluminium, c'est-à-dire qu'elle tient l'effort de freinage dont l'exigence était de la tenue à 920 Newton. On peut passer à la slide suivante. Donc, qui dit nouvelle matière, dit démarche de qualification. Donc ici, on a mené de front 2 démarches en parallèle, une qualification produit et une qualification matière. Donc la qualification produit, c'est celle qui a été faite dans le cadre de la pédale de palonnier des TBM. Donc c'est une approche qui se fait d'une façon empirique sur, par exemple, des pièces de fonderie. Donc nous, dans notre approche, la première étape a été de caractériser les matériaux de façon à alimenter les calculs et les études rhéologiques. La pièce a ensuite été redesignée et redimensionnée. Comme je disais, on a réalisé des simulations rhéologiques de façon à concevoir l'outillage d'injection. L'étude rhéologique a également permis à définir les paramètres procédés. On a ensuite pu lancer la fabrication des pièces. Ces pièces ont été contrôlées, contrôlées en masse, contrôle tridimensionnel, et on a ajouté également de la tomographie à rayon X. Ensuite, on a procédé à l'étape de certification, qui consiste à réaliser des essais mécaniques sur pièces, qui consiste à tester 5 pièces issues du lot de production. Et enfin, l'étape de production. Donc aujourd'hui, on est en train de lancer l'industrialisation de la fabrication des pédales de palonnier qui équiperont du coup les futurs TBM. En termes de qualification de matière, c'est une démarche qu'on a menée en parallèle et qui est toujours en cours. Donc la première étape a été de valider le fait que l'on maintenait les propriétés mécaniques et physico-chimiques entre les différentes chutes, qu'elles soient issues de chutes avant estampage ou après estampage, c'est-à-dire des chutes qui ont eu des histoires thermiques différentes. Une fois qu'on a généré notre première tonne de granulés, on a lancé un screening de caractérisation assez exhaustif et on a validé que la matière continue à répondre aux exigences du milieu aéronautique, c'est-à-dire à la fois des performances mécaniques, physico-chimiques et de résistance au feu et aux différents flux d'aéro. Et enfin, on a éprouvé notre procédé à la fois en termes de répétabilité et de reproductibilité sur plus d'une dizaine de lots qui ont été compoundés aujourd'hui en 2025. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, en termes de niveau de performance, ici, on a représenté la comparaison de notre carbone PPS revalorisé par rapport à des pics commerciaux grade aéronautique. Donc, ce qu'on peut noter, c'est que notre matière revalorisée présente des meilleurs niveaux de performance que des pics chargés à 30% en fibre de verre et vient challenger des pics chargés à hauteur de 30% en fibre de carbone. Comme je disais précédemment, on tient la résistance au feu selon les essais FAR 25, résistance aux flux d'aéro, qui sont maintenus. On a également des propriétés de conductivité électrique qui peuvent être intéressantes en fonction de certaines applications cibles.
et c'est aussi un matériau qui est isolant thermiquement. Donc pour la petite histoire, ça c'est également partie du cahier des charges pour le pilote du TBM. Il avait froid à ses petits pieds avec la pédale en métal, donc là, avec le fait d'avoir une pédale en organique, la réponse d'isolation thermique est obtenue. On peut passer au slide suivant. Maintenant, en titre de comparaison par rapport à d'autres familles de matériaux, donc on ne va pas rentrer dans le détail du tableau, mais on a représenté voilà, la résistance en traction de différents matériaux ramenés à leur densité, donc soit des polymères neufs du coup qu'on peut retrouver sur étagère, mais également des métaux de grade aéronautique. Et ce qu'on peut noter, c'est que la résistance spécifique de notre matière carbone PPS revalorisée vient challenger des métaux de grade aéronautique en se rapportant, je précise, à la résistance spécifique. On peut passer au slide suivant. Donc pour conclure, donc ce que je vous ai présenté aujourd'hui est un procédé de revalorisation qui a été breveté par Daher. Donc nous avons investi donc, dans une ligne de revalorisation interne et nous avons également choisi d'investir pour monter également en compétence sur la simulation de l'injection, de façon à être de plus en plus performant pour concevoir les produits de demain avec le procédé d'injection. On a réalisé une caractérisation complète selon exigences aéronautiques. Et ce qui en sort, c'est que notre compound de carbone PPS revalorisé est un compound qui vient challenger des compounds haute performance. On a démontré la répétabilité sur plus de 10 lots compoundés, donc avec maintien des propriétés mécaniques et physico-chimiques de la matière. Et l'industrialisation des pédales de Paloni en carbone PPS recyclé est en cours. Et en termes de perspective, donc nous avons choisi d'adopter une démarche d'analyse ACV sur tous nos différents procédés. On est en train également de travailler à l'ouverture du recyclage d'autres familles de matériaux, donc que ce soit dans la famille PPS, donc avec des plis de verre ou des bronze-mèches, qui sont également des gisements qui sont présents dans notre usine, et également une autre famille de matériaux, donc la famille des PAEK, donc typiquement la famille des pics. On est également en train de travailler sur le développement de nouveaux démonstrateurs aéronautiques avec notre matière recyclée, donc principalement donc, pour nos avions TBM et Kodiak. Nous sommes en recherche d'opportunités de marché à la fois sur l'aéronautique et hors aéronautique. Et nous sommes également en train de nous ouvrir sur d'autres procédés de fabrication, à savoir que la fabrication additive avec notre matériau revalorisé et également le surmoulage d'inserts composites avec la matière revalorisée également. Je vous remercie à tous pour votre attention et je suis disponible pour toute question. Merci beaucoup Julie, merci beaucoup à tous les trois. On a un petit peu de retard, donc je vais rapidement enchaîner et donner la parole à Perrine Colomé-Régis et Martin Bernard, donc qui sont ici grâce à vous, grâce au soutien de l'ADEME qu'on peut faire ce webinaire. Et donc ils vont vous présenter les appels à projets de l'ADEME. À vous la parole. C'est ça. Bonjour, et bien, merci tout d'abord donc pour ce webinaire à Aerospace Valley. Donc, je suis Martin Bernard, chargé de mission à l'ADEME, et avec ma collègue justement Perrine ici présente. On va vous présenter donc assez rapidement les opportunités de financement nationaux donc proposés par l'ADEME, à savoir l'appel à projet ORMAT, l'appel à projet CAPT et les dispositifs éco-conception. Donc, j'enchaîne directement avec l'appel à projet ORMAT, donc pour objectif recyclage matière. Alors, donc c'est un appel à projet qui a pour but d'accompagner l'industrialisation du recyclage en France. Il fait suite à 3 éditions de l'appel à projet Orplast, qui, contrairement à Ormat, comme on le verra juste après, était uniquement dédié à la filière donc de recyclage plastique. Il y a ensuite eu 2 éditions de l'appel à projet Ormat, avant d'être reconduit en 2025 avec une enveloppe du fonds économie circulaire. Voilà, donc c'est la suivante. Alors, c'est un appel à projet, donc Ormat, qui soutient principalement 2 actions. D'une part, la production des matières premières de recyclage et d'autre part, son incorporation dans des produits. Il comprend 6 thématiques que vous voyez à l'écran, donc qui peuvent aller des plastiques composites, élastomères jusqu'aux verres et matériaux minéraux. Il est divisé en 2 axes. Donc, tout d'abord, l'axe 1, qui est dédié principalement au diagnostic, aux études et aux tests de performance et expérimentation. Et un axe 2 qui est axé plutôt donc sur les investissements. C'est un appel à projet qui s'étend sur tout le territoire, avec une exception donc en PACA, dans le cadre de la délégation du fonds économie circulaire à la région Sud. En termes de critères d'éligibilité, on va trouver des critères spécifiques donc pour chacune des filières matériaux.
Et donc, il faut aussi savoir qu'il y a un plafond d'aide pour l'axe 2, investissement, et un plafond de dépenses pour l'axe 1, donc diagnostic et études. Voilà, donc enfin, toutes ces informations donc, liées à cet appel à projet sont disponibles via le lien que vous trouverez à droite donc de la slide. Et une information importante concerne la date de prochaine clôture qui est le 6 octobre à midi. Voilà pour l'appel à projet Ormat. Je laisse Perrine pour la suite. Oui, bonjour à tous. Donc Perrine Colomé-Régis, moi je suis chargée de mission économie circulaire à l'ADEME en Occitanie. Donc je vais vous présenter en slide suivante l'appel à projet CAPT pour circularité avancée des plastiques, textiles et élastomères. C'est un appel à projet qui s'inscrit dans le plan France 2030 pour développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir. Donc je vais aller directement à la slide suivante pour voir l'appel à projet en synthèse de la même façon qu'Ormat. Voilà, donc c'est un appel à projet national donc qui couvre tout le territoire. Son objectif, c'est d'accompagner les investissements pour adapter les capacités industrielles françaises sur en fait l'ensemble de la chaîne de valeur du recyclage, que ce soit la préparation, la décontamination, le surtri de la matière déchet, la production de matières premières de recyclage, l'incorporation de MPR par les transformateurs et aussi la prise en compte de l'utilisation de la MPR par les donneurs d'ordre qui seront en charge de la conception des produits. La différence avec Ormat, c'est qu'aussi cet appel à projet, il va contribuer au développement des capacités de recyclage chimique innovantes dans un souci de complémentarité avec le recyclage mécanique. Donc du coup, on a deux thématiques matériaux, contrairement à Ormat, donc plastique, composite et élastomère, ainsi que les textiles. Il y a différentes conditions d'éligibilité. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pour des projets avec des coûts minimums de 2 millions d'euros. Donc, on est sur des projets supérieurs à ce qui était présenté sur Ormat. Du coup, vu que ce sont des projets assez conséquents et des partenariats sont possibles, c'est possible d'être jusqu'à 5 partenaires associés au projet. Comme Ormat, c'est un appel à projet pour des projets avec un niveau de maturité élevé. Il faut que la pertinence du marché amont-aval ait été confirmée, qu'il n'y ait plus de verrous techniques. Voilà. Ensuite, il y aura d'autres critères d'éligibilité. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'aura pas le temps, mais vous pouvez tout retrouver sur le lien que vous avez là dans l'information utile, sachant que on a une prochaine clôture de cet appel à projet le 30 septembre et la suivante sera le 30 janvier. Vous avez aussi l'adresse mail à contacter si vous êtes intéressé, parce que donc c'est un appel à projet national. Et si vous voulez plus de détails, plus d'infos que ce que je viens de vous présenter, vous avez un lien vers un webinaire que l'ADEME a réalisé récemment. En slide suivante, on voulait aussi rapidement parler de nos dispositifs sur l'éco-conception, donc plus en amont, puisque ça peut également vous intéresser à noter que l'ADEME peut vous accompagner sur des études d'éco-conception, à la fois de produits et services, sachant qu'on va avoir différents secteurs prioritaires, le textile par exemple, et aussi ensuite, une fois que les études ont été réalisées, sur la partie investissement. En slide suivante, vous retrouverez nos relais. Donc, en Occitanie, on travaille avec le pôle éco-conception dans le cadre de notre démarche Oxymore portée avec la région, l'ADEME et la région. Donc, le contact est Cécile Picollet. Vous avez du coup tous les éléments utiles. Et en slide suivante, pour la Nouvelle-Aquitaine, il y a la démarche du coup BICOM. En fait, c'est le réseau régional d'éco-conception qui est animé par Soltena avec l'appui de l'ADEME et de la région. Et donc là aussi, qui vous offrira une démarche complète d'éco-conception, de sensibilisation. Voilà. Donc là, vous avez toutes les infos aussi si vous êtes intéressé. Et Martin, je te rends la parole. C'est ça. Pour finir avec quelques ressources à votre disposition. Donc tout d'abord, on a la plateforme de l'ADEME qui s'appelle Agir, qui est une plateforme de conseil et de services qui est dédiée donc, principalement au dépôt de projets pour le financement, mais qui contient aussi tout un tas d'informations très utiles, comme des retours d'expérience, mais aussi le descriptif complet de l'ensemble des dispositifs d'aide proposés par l'ADEME. Voilà, slide suivante, s'il vous plaît. Alors, une seconde ressource au niveau national qui est aussi disponible est la librairie ADEME que vous voyez donc en haut à droite de la slide. C'est un site gratuit où l'ADEME publie en fait ses études sur l'environnement, sur l'énergie, mais aussi sur l'économie circulaire. Et c'est un site qui est très utile pour accéder à des référentiels techniques, mais aussi des bonnes pratiques pour améliorer des procédés de valorisation et s'aligner sur les politiques publiques. Alors, parmi ces études, vous trouverez par exemple pour la région Occitanie l'offre entreprise, donc à gauche de la slide, sous forme de guide avec tous les dispositifs dédiés à la transition écologique. Et enfin, une seconde ressource à votre disposition pour la région Occitanie, toujours, non, vous avez été un petit peu vite, c'était toujours sur la slide,
Désolé. C'est donc la plateforme de l'économie circulaire appelée Cyclope. Donc, c'est une plateforme qui inclut des événements, des informations et qui permet donc de développer son réseau, d'échanger des solutions et de valoriser des initiatives pour développer des synergies autour de l'économie circulaire. Et donc, slide suivante, s'il vous plaît. Donc là, sur le même format, on retrouve en Nouvelle-Aquitaine toujours donc la librairie ADEME avec donc un lien vers la synthèse des dispositifs dédiés à la neutralité carbone et à l'économie circulaire à gauche de la slide. Et enfin, Recita, qui est l'équivalent en fait de Cyclope, mais cette fois en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Donc, slide suivante, avec quelques contacts donc privilégiés au sein à la fois de la direction régionale Occitanie, sur laquelle est basée donc Perrine, et région Nouvelle-Aquitaine, sur laquelle je suis basé personnellement. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci infiniment Martin et Perrine. Donc n'hésitez pas vraiment à prendre note de leurs contacts et à leur écrire si vous avez des questions sur ces différents appels à projets. Pour ma part, je vais essayer d'être aussi concise, synthétique et claire que vous pour la partie financement européen. Donc là-dessus, si vous avez la moindre question, si vous êtes membre du pôle Aerospace Valley, que vous avez besoin d'un support sur les appels à projets européens, n'hésitez pas à prendre note de l'adresse mail générique qui était juste avant. Dans tous les cas, on vous enverra les slides à la fin de ce webinaire. Vous pourrez récupérer tous les contacts de nos intervenants. Donc sur la partie Europe, je voulais vous présenter 2 appels à projets européens du cluster 4. Comme nous manquons de temps, je vais être très rapide. Donc pour le premier, l'Advanced Manufacturing for Key Products, c'est donc une Innovation Action qui clôturera le 21 avril 2026. Donc pour information, voilà, on vous présente aujourd'hui la programmation 2026-2027 d'Horizon Europe, mais également du programme LIFE. Ce sont des informations qui sont basées uniquement sur des drafts. Je précise bien que ce sont des drafts, ce ne sont pas les publications officielles. Elles seront officiellement publiées vers courant du dernier trimestre 2025. Donc tous les appels que je vais vous présenter juste après peuvent être soumis à des changements, que ce soit sur la date de clôture ou sur les montants de l'appel ou même sur le contenu de l'appel en lui-même. Donc, pardon, je reviens sur le premier. Il clôturera le 21 avril 2026. Le budget de l'appel est de 37,5 millions d'euros. Soit à peu près 6 à 8 millions d'euros par subvention maximum par projet. 6 projets seront retenus. Et donc, cette Innovation Action, les propositions devront porter sur le développement de technologies et de machines qui permettront la fabrication de composants avec une utilisation minimale de matières premières ou de matériaux importés. À savoir que ces appels qu'on vous présente, il y en a beaucoup qui sont maintenant sur l'économie circulaire et sur les matériaux recyclés, sur les composites. Voilà, le second, typiquement, Circular Innovative Advanced Materials, qui permet de faciliter la transition de design à mise sur le marché. Donc là, pour le coup, c'est une RIA, Research and Innovation Action. Ce thème, il vise à favoriser la circularité et la résilience des réseaux d'approvisionnement grâce à la recherche et l'innovation dans les domaines des matériaux avancés. En particulier, il y a un focus sur les polymères et les composites recyclables, mais également les aimants et les métaux, donc tout ce qui est alliage. Pareil, cet appel clôturera le 21 avril 2026. Le budget de l'appel est également de 37,5 millions d'euros. Et sur cet appel-là, les subventions maximum par projet seront de 5 à 6 millions 5, soit 7 projets retenus à la fin. Pour cet appel-là, le niveau de TRL est de 4 à 5 en début de projet et de 6 en fin de projet. Une nouvelle fois, je suis vraiment désolée d'aller aussi vite. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous contacter directement. Le troisième appel à projet est lui issu du programme 2026-2025 du cluster 5. Donc, c'est sur une approche innovante de design circulaire pour les avions, utilisant la fabrication additive, l'économie circulaire, le recyclage et la réparation durable. C'est également une RIA, donc Research and Innovation Action. Cet appel-là permet de développer des projets qui auront pour ambition de développer la fabrication additive, en comprenant les polymères, les composites et les métaux de haute performance, et qui offreront des performances significativement améliorées. Cet appel-là clôturera le 14 avril 2027. Le budget de l'appel est de 5 millions d'euros. C'est des subventions maximales par projet de 2,5 millions, ce qui veut dire que
uniquement 2 projets seront retenus sur cet appel. Et enfin, le programme LIFE de 2026-2027. Donc lui, le draft n'est pas encore publié. Le guideline officiel ne sont pas également non plus publiés. Donc ce programme, on a décidé de faire un focus sous le sous-programme économie circulaire et qualité de vie. Et les domaines d'intervention connexes à cette thématique. Il y a 4 sous-programmes. On a préféré faire un focus forcément en lien avec la thématique du webinaire du jour. Donc, à savoir que les objectifs spécifiques du sous-programme LIFE de ce sous-programme sont développer, démontrer et promouvoir des techniques et des méthodes d'approche innovantes sur des législations et des politiques de l'Union européenne en matière d'environnement. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est soutenir l'élaboration et l'application de ces législations, en particulier par le renforcement des capacités des acteurs publics et privés dans cette thématique. Et enfin, le dernier, c'est catalyser le déploiement à grande échelle des solutions techniques et politiques efficaces en mobilisant tous les investissements et en améliorant l'accès au financement sur les thématiques d'économie circulaire. Ce sous-programme, il couvre 3 domaines prioritaires, donc l'économie circulaire et les déchets, la pollution et la pollution zéro, et la gestion durable des ressources naturelles, et enfin la gouvernance environnementale. Claire, est-ce que tu peux aller sur la seconde slide? Et enfin, très brièvement, nous souhaitions vous présenter l'IAM for EU. Donc, c'est l'Innovative Advanced Materials for EU. C'est un partenariat adopté qui est dans le 2e plan stratégique de Horizon Europe 2025-2027. Et donc, en fait, ce partenariat, on voulait vous le présenter. Vous avez les thématiques qui le concernent dessous. C'est sur adhésion et c'est un partenariat qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on sait à quel point c'est difficile lorsque vous présentez des appels à projets européens, que vous montez des dossiers de candidature, de trouver des partenaires. Donc typiquement, ce genre de partenariat, d'initiatives, d'écosystèmes vous permettent d'être réunis au sein d'acteurs industriels, de chercheurs et d'universités et de faciliter la recherche et le développement collaboratif et sur des thématiques essentielles à l'industrie du futur et notamment sur la partie matériaux et composites. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que j'ai été assez rapide. Je te rends la parole, Claire. Merci Valentine. Donc on tenait à vous mentionner rapidement les événements et je vais venir directement à la slide de synthèse. Voilà les différents événements à venir du pôle, en tout cas une sélection sur la thématique événements notamment, environnement pardon notamment. Un programme collectif qui existe pour les PME pour initier une transition environnementale. Donc les inscriptions sont jusqu'au 30 septembre, n'hésitez pas à me contacter. On a également un atelier collaboratif pour une chaîne de valeur résiliente et durable le 30 septembre à Toulouse, avec des intervenants justement de nos filières, un événement dédié à l'innovation pour les membres Aerospace Valley en octobre à Toulouse. On a également General Aviation Days, donc vers une aviation légère durable le 26 et 27 novembre à Pau. Et pour finir, comme je l'ai mentionné, R4 Composite, donc en octobre 2026 à Bordeaux. N'hésitez pas à aller sur le site Aerospace Valley pour regarder tous les événements et opportunités qui seront prochainement disponibles. On termine du coup malheureusement effectivement directement, on va clôturer malheureusement pas par les questions et réponses puisqu'on n'a pas le temps. On vous recontactera directement individuellement pour répondre à vos questions et on reste disponible pour d'autres questions si vous en avez. On tient chaleureusement à remercier nos intervenants du webinaire. Merci à eux, merci pour leur disponibilité et leur partage. Merci également à l'ADEME pour son soutien et on vous dit à bientôt sur de prochains webinaires circulaires. Merci beaucoup, passez une très bonne journée.